Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Faiza Abdelaoui. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1, une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui est rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces belles personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va Faiza aujourd'hui ? Ça va très bien, Nathalie. Merci pour l'invitation. Et j'ai pu découvrir, moi, beaucoup de choses, justement, sur des francophones avec lesquels j'interagis depuis des années. Donc, je me demande à quelle sauce je vais être cuisinée. À la sauce algérienne, je dirais. Absolument, ça marche, allons-y. Non, moi, je suis très contente aussi que tu aies accepté de te prêter au jeu de cette émission parce qu'on va pouvoir en apprendre un peu plus sur toi. C'est vrai que tu es centrale, tu es dans plein de conseils d'administration, tu as ton entreprise, il y a plein de choses. On te voit beaucoup, l'association des Algériens aussi de Toronto. Bref, tu es partout, mais on ne te connaît pas forcément très, très bien. Alors, du coup, avant qu'on démarre un petit peu cette émission, Faiza, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui te connaissent peut-être pas encore et nous rappeler d'où tu es né, où tu viens? Oh my, alors, tu as bien résumé un petit peu ce que je faisais, en tout cas, je pense avec plusieurs chapeaux. Je suis quelqu'un de très passionné, qui a du mal à choisir et qui a un objectif depuis que je suis à Toronto, c'est de soutenir le développement économique, en fait, des personnes. Donc, c'est un peu le fil rouge, je vais dire, de tous mes engagements. C'est vrai que je suis sur des conseils d'administration. Ça, c'est la partie bénévole. Je suis entrepreneur, c'est la partie business. Je suis aussi chroniqueuse, je suis aussi prof de temps en temps dans nos collèges, etc. Donc, pas mal de choses. Ça, c'est ce que j'ai pu exprimer, développer au Canada. Mais ma vie, effectivement, elle commence le 13 septembre d'il y a très longtemps, du D'il y a siècle très dernier. longtemps, on dirait la Du 100 ans. siècle dernier. Je n'ai pas 100 ans, j'en ai 46. Euh, donc 77, née en Suisse, mais algérienne de père et de mère, mais avec des parents voilà, qui ont voyagé de par le travail de mon père pendant mes premières années, avant effectivement qu'on arrive en Algérie, Oran d'abord, puis Alger. Alors Voilà justement, on comme parlait info. de cette période d'enfance, on va y rester un petit peu. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir? Alors je dis toujours un souvenir, mais ça peut être plusieurs souvenirs d'enfance. Alors je ne sais pas combien de temps tu es resté en Suisse et si tu as encore des souvenirs un petit peu... non, tu étais encore un J'y peu allais plus après jeune. en vacances, mais j'ai pas vécu en Suisse. Mes parents étaient en Pologne en fait à l'époque. Ah oui. Et j'ai peu de souvenirs de la Pologne. Après quelques années en Chine, j'ai plus de souvenirs de la Chine. Mais là, on était sur l'Algérie. Si c'est un souvenir d'enfance de l'Algérie qui me manque, c'est la mer Méditerranée. Voilà. C'est Ah, le de voir la soleil mer. près de Là, l'eau. j'ai à peu près vu sur le lac Ontario, c'est l'eau, mais c'est vrai d'avoir grandi si près de cette belle mer là et de ces jolies plages, ça manque. Je les vois. Je les voyais de ma fenêtre. Donc voilà un beau moment de l'enfance, cette beauté méditerranéenne qui manque. Et justement, tu disais que donc il y a eu donc tu es né en Suisse, après il y a eu la Pologne, après il y a eu la Chine aussi. Oui, mon père était diplomate. Oui, Et c'est du pour coup, est-ce ça. que tu as des petits souvenirs un petit peu de toi, justement, grandissant dans des pays où tu te dis, mais pourquoi on change encore de pays? On va aller où après? Est-ce que justement, tu avais Absolument. déjà ce truc? Ben, surtout qu'après la Chine, il y a eu le Mali aussi pendant un an. Donc, c'était. Ouais. Non, on apprend à voyager léger. C'est une expression que j'ai utilisée dans une autre entrevue avec Gérald Fillon qui me disait mais qu'est-ce qui te reste en fait de cette enfance-là? Gérald Fillon, un journaliste québécois, économiste que j'adore, euh, pour une émission qui s'appelait Vocation Leader. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'expression qui m'est venue, c'est qu'on voyage léger. On se prépare toujours à repartir. C'est un peu difficile pour l'attachement. Euh, Même si on essaie de garder vraiment les bons côtés, moi, c'est vrai que j'étais jeune, là, j'étais toute petite, jusqu'à mes 6 7 ans, ça a occupé les 7 premières années de ma vie. Euh, mais ce qui reste de ces déménagements-là, c'est la sensation qu'on va se sentir, qu'on va pouvoir s'adapter
dans n'importe quel environnement, je sais qu'on me pose, là, entre guillemets, je vais retrouver mes marques parce que c'est ce que j'ai eu à faire, en fait, toute petite, avec aussi mon frère et ma sœur qui étaient dans la même dynamique, en fait. Donc, il y a des côtés difficiles de ne pas avoir les amis d'enfance, de pas, voilà. Où est-ce que je reviens, en fait? Où est-ce que je rentre? Où sont mes premiers souvenirs? Mais par contre, c'est une richesse que je sais qui m'a construite, qui m'a vraiment construite, là, tous ces voyages-là. La Chine, j'ai quelques souvenirs, oui, sympa, surtout que bah, je faisais partie des rares avec les cheveux frisés, donc se faire arrêter dans la rue, Et les yeux clairs aussi, parce que c'est les vrai yeux qu'ils clairs, n'ont pas ouais. forcément le type asiatique, c'est plus cheveux très foncés, peau assez claire, mes yeux assez noirs, bruns au final. Toi, tu es plutôt avec des jolis yeux bleus, je pense. Vers Vert. marron, c'est juste ouais, l'impression. Bah, surtout qu'en fait, la Chine aussi, à l'époque, on parle des années 80, fin 70, début 80, c'était pas le pays ouvert que c'est aujourd'hui. Donc, c'est vrai que les étrangers étaient rares. C'est intéressant de voir ça. J'ai une maman aussi qui était très attachée à nous faire découvrir la culture, qui elle-même essayait d'apprendre le chinois, enfin, qui a appris d'ailleurs le chinois. Donc, on n'était pas du tout des étrangers coupés du monde, en fait. Elle voulait vraiment nous faire vivre, nous faire vivre beaucoup de choses, en fait, nous faire découvrir beaucoup de choses. Donc ça, c'était intéressant. Le Bali, c'est pareil. Le Bali, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui y a grandi ou qui y vit, c'est le marché rose. Moi, je me rappelle ce marché qui a brûlé d'ailleurs depuis, avec super nourriture. Enfin, c'était vraiment voilà, la balade que j'aimais faire. Alors, toujours un peu dans ce moment de l'enfance, en tout cas de la jeunesse. Est-ce que tu te rappelles, Faiza, à quoi tu te rêvais quand tu étais plus jeune? Parce que c'est vrai que quand on est une petite fille, on a des rêves plein la tête, les petits garçons aussi, hein, mais on a envie d'être maîtresse, on a envie d'être hôtesse de l'air, on peut être tout et n'importe quoi. C'est des métiers un peu clichés que je donne, mais c'est vrai que quand on est petite fille, des fois, on a un rêve en tête, on se dit, ah, moi, plus tard, je serai ça. Toi, Ouais. c'était quoi ton rêve, Faiza, quand tu étais plus jeune? Alors, toute petite, je me rappelle pas trop, même si j'ai l'impression que si je dis danse et théâtre, je suis pas loin. Mais ado, ça, je me rappelle. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a quelques jours, je crois que c'était un rappel, un souvenir Facebook là qui me l'a rappelé. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai la grande chance d'être vraiment ce que je pensais en fait à l'époque. Beaucoup de choses déjà. Je sais que je voulais faire de la communication, je sais que je voulais faire de la philanthropie, je sais que je voulais être journaliste, je sais que je voulais être avocate. Enfin, il y avait vraiment toutes ces choses-là qui s'empilaient un peu. Euh, la prise de parole au public, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et puis, j'utilise ma voix aujourd'hui, en fait, au travail. Pour tout ce que je fais, c'est beaucoup ma voix. Donc, je me rends compte que, oui, je ne suis pas complètement philanthrope, mais un peu quand même. Je ne suis pas complètement dans le théâtre, mais je suis présidente du conseil d'administration du Théâtre français. Donc, je pense que c'est aussi pas par hasard. Le côté avocate, le côté journaliste, justice sociale, mais c'est tout le travail que j'ai eu l'opportunité de développer justement grâce à mon entreprise et grâce aux emplois que j'ai eus au Canada. Voyager, j'ai fait ça dans ma première carrière en France, donc je crois que je suis sur le bon chemin. Ça va. Je me suis pas trop éloignée de mes rêves d'enfant, même s'ils ont pris des formes très très différentes. Je crois que je suis au bon endroit. Alors, on en parlait un petit peu, toi et moi, en off. Après l'Algérie, tu t'es parti en France, tu es parti à Ouais. Paris. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer pourquoi ce choix? Quel âge tu avais à ce moment-là? Comment ça s'est passé ton arrivée à Paris? Parce que là, tu n'étais plus une petite fille avec Ouais. papa, maman, travail dans plein d'entreprises. Du coup, les enfants suivent un peu à droite, à gauche. Puis là, c'est l'Europe, c'est pas ni Ouais. l'Asie, ni l'Afrique, c'est un nouveau continent. Je sais pas si, enfin, tu étais née en Suisse, tu avais Mhm. vécu un peu en Pologne, mais tu étais hyper petite, donc forcément, tu n'avais pas forcément les mêmes souvenirs que quand on a Ouais. un certain âge où on se rend vraiment compte des choses. Comment ça s'est passé et quel âge tu avais quand tu as débarqué à Paris? Bah, écoute, Nathalie, c'était pas un choix. Ou en tout cas, c'était le choix de la sécurité. L'Algérie, en 94, était en plein milieu, tout début de la décennie noire, ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours, avec beaucoup de pudeur, la décennie noire. C'est toujours assez difficile d'en parler, donc je pense qu'on va glisser sur cette partie-là, si tu veux bien. Bien sûr. Pour pas trop y rester, parce que c'est toujours un moment très douloureux pour moi, justement, ce départ. Mais bon, les parents veulent la sécurité pour leurs enfants, veulent le mieux. Donc voilà, la sécurité d'étudier, de vivre
de se construire, c'était à Paris où j'avais déjà ma sœur, en fait. Donc, je suis allée rejoindre ma sœur, mais c'était pas du tout un choix et c'est toujours très douloureux d'y repenser. Et donc, du coup, tu avais J'avais des... 16 ans, j'avais 15-16 ans. Et du Ouais. coup, tu avais déjà commencé tes études aussi. C'est J'ai là où fait tu mon les as bac, en sûrement, fait. voilà, fini. Ouais, Voilà. explique-nous un J'ai petit peu, puisque tu savais déjà plus ou moins en étant ado ce que tu voulais faire. Tu avais des ouais. idées un petit peu de ce que tu savais, ce que tu voulais en tout cas. Et comment tu as mis en place tes études pour que ça rejoigne un petit peu ton parcours professionnel après? Oh mon Dieu! Alors là, alors j'allais dire victime des circonstances, mais non, on va dire que c'était juste dans mon karma et puis il fallait que je passe par ces choses-là. Donc, c'est ma dernière année de lycée. Donc, on parle du lycée, hein. En France, c'est la dernière année de collège ici. Oui, de collège, Donc, d'école pour situer pour secondaire. les auditeurs de Choc FM Voilà. 105.1, en terminale, ce qui est la dernière année de lycée en France, on a 17 ans, 18 ans. Logiquement, c'est Voilà, l'année de ces 16, 18 ouais, ans plus ou moins. 16-17 exactement. Ouais, c'était l'année de mes 17 en fait. Oui, d'ailleurs, je me mélange toujours un peu avec les chiffres. Je me rends compte quand je pense à cette période-là, c'est un peu flou. Mais c'est ma dernière année de terminale que j'ai passée en France, effectivement. Et après ça, il y avait dans mon esprit soit de faire de la philosophie, soit de faire du droit. Et le choix s'est tourné vers la philosophie, puisqu'en fait, il y avait une sectorisation à l'époque. Et ma fac pour le droit, donc mon université pour 2 ou 3 ans de droit, ça aurait été une université qui, à l'époque, était très connue et reconnue pour son positionnement politique d'extrême droite. Je resterai là, euh, sans citer, je vais quand même dire Assas. Et moi, je quittais une situation économique et politique difficile, épuisante, dramatique. Et je savais, en plus, j'avais passé une année dans un lycée un peu particulier où il avait fallu que j'explique en fait à mes collègues ou à mes amis, enfin, les personnes qui étaient dans ma classe ou dans mon lycée, qu'est-ce que c'était que l'Algérie, qu'est-ce que c'était que l'histoire de l'Algérie, qu'est-ce que c'était que la réalité de l'Algérie, la réalité de l'islam, la réalité, voilà, tous les stéréotypes qui nous étaient balancés à l'époque. Mais on m'a quand même dit, mais tu vivais avec les chameaux, enfin, c'était horrible, Ah oui, d'accord, oui, on en est là, on est dans le une cliché année de de... base. Ah oui, mais et puis c'était de la méchanceté, je veux dire, parce Ouais. qu'on était quand même à la télé tous les jours, et effectivement, ou presque, ou pas assez en fait. Non, on n'était pas assez à la télé. Ce qui se passait en Algérie était trop caché, je pense, et beaucoup de gens d'ailleurs ont oublié. Euh, mais voilà, il y avait cette bataille, la constante, qui était absolument épuisante. Et je me suis dit, bon, tes études, tu vas chercher à penser le monde, à apprendre, il y avait cette idée, voilà, d'aller retrouver du sens, en fait, du sens à ce qui se passait autour de moi. Heu et surtout pas d'aller risquer, voilà, d'aller risquer quelque chose ou d'aller risquer, de m'énerver trop. J'ai été très en colère les premières années en France, très, très en colère, en fait. Donc je pense que j'avais plutôt besoin de la philo et de la sagesse et de la perspective un peu, de tous ces philosophes qui nous font voir le monde et qui nous le font, relativiser. Plutôt que d'aller dans le droit. Je regrette pas parce que j'ai ce côté quand même advocacy là qui reste de revendication, mais voilà le choix. Ça a été la philo, ça a été 3 ans de philo à la Sorbonne, qui faisait partie de mes rêves, hein. La Sorbonne, c'est quand même, une belle C'est une école qui notoriété. est très, très connue à Paris aussi, Voilà, effectivement. exactement, mais c'est vrai que, la philo sur les premières années, ben, on se rend compte que un petit peu comme tous les premiers cycles, donc ces fameux 2-3 ans là qu'on a tout au début, ben, on apprend, mais on discute pas beaucoup, on se dispute pas beaucoup dans le sens philosophique, donc il faut avaler et voilà, mais c'était une très, très bonne expérience. J'ai beaucoup appris. Aujourd'hui encore dans mon travail, je puise dans ce que j'ai appris à l'époque de philosophie politique, de philosophie économique, de morale. Tout ce qui construit le monde aujourd'hui au niveau social, économique, politique, personnel, ça a été pensé par des philosophes en fait, de l'antique, des temps modernes ou d'aujourd'hui encore. Donc je pense que ça 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 fait sens, en fait, que j'ai fait ces études-là aujourd'hui. Et puis après, je suis passée à un master en communication, parce qu'il me fallait un emploi pour rester en France, n'est-ce pas? J'étais étudiante, donc il fallait un emploi. Les lois en France, à l'époque, étaient très complexes et très compliquées pour des Algériens et des Algériennes
pour Pour des changer de statut. Maghrébins ou toute personne arrivant d'Afrique de Voilà, manière générale n'a qu'à exactement, changer ouais, les choses. exactement, tout à fait. Il y avait en plus bon, ben, un stigmate par rapport à notre actualité civile à l'époque. Donc, c'était un peu complexe et la communication, le marketing, ça me plaisait de toute façon. Ça faisait partie de ces envies. Et les études m'ont apporté de très belles expériences de stage. Et voilà. Je m'arrête là. Peut-être que tu veux réorienter, mais je pourrais en Non, parler en un peu fait, plus. je vais continuer là-dessus parce que justement, ton passage des études à ton premier emploi, moi, ça m'intéresse. Tu disais que la communication, ça t'intéressait. Aujourd'hui, tu es coloniste, comme on dit, à Radio-Canada pour Oui, des chroniques écho dans l'émission La Mosaïque et tout. Est-ce que exactement. à ce moment-là, tu disais, OK, je vais faire de la communication parce que le journalisme, ça m'intéresse, que le journalisme, c'est des écoles privées, c'est un peu compliqué à y rentrer. Ou tu t'es dit, bah, en fait, c'est un diplôme qui va me servir à plein de choses. Et du coup, bah, au moins, j'aurai les armes pour pouvoir après avoir l'opportunité de choisir, en fait. Oui, j'ai essayé de faire Sciences Po. Je me suis lamentablement C'est pour ça que écrasée tu ris. pour le test. Lamentablement. J'avais pas eu le temps de me préparer, j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'espace. Enfin bon, ça avait été compliqué là de me préparer pour le test. Je me suis dit, c'est de la culture générale, je vais y aller. Je Tu me as été au rappelle plus talent. mes notes. Écoute, voilà, je sais pas. J'ai dû me dire, allez, on va aller au destin. Euh, je me rappelle même plus de mes résultats. Je sais que j'ai pas été prise. Il y avait une autre école de journalisme qui m'intéressait un peu, mais encore une fois, j'étais politisée. Moi, ça ne veut pas dire politisé pour moi, ça ne veut pas dire droite ou gauche, hein. C'est politisé dans le sens, je vais regarder toujours ce qui se passe derrière. Et il y avait deux écoles de journalistes, une qui avait une très mauvaise réputation aussi à l'époque par rapport, enfin, où je sentais que j'allais pas être dans mon espace, en fait, dans mon élément. L'autre qui était effectivement payante, et puis bon, je voulais essayer d'éviter quand même à mes parents qui étaient bien gentils et bien engagés là, à financer mes études, de pas aller sur ce type de choses. En tout cas, c'est comme ça que je me rappelle, mais j'ai peu de souvenirs. Il y a des choses qui sont assez floues là. Mais en tout cas, je suis allée marketing communication. Pourquoi? Parce que pour moi, marketing communication, c'est au centre de tout. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est ma façon de penser. Je dis souvent que moi, je ne sais pas penser en silo. Je pense vraiment de A à Z. Tout est connecté, en fait, pour moi. C'est un peu lié à la philo, je pense aussi. Enfin, ou en tout cas, ma vision de la philosophie. Donc, marketing, communication, à l'époque, c'était les relations presse, c'était les premiers Mac. C'est à quel point je suis vieille. C'était les premiers Mac en couleur. Je me rappelle mon premier stage d'attaché de presse quand même. C'est un autre monde en fait. C'était un autre monde. Mais du coup, je pense que ça m'a donné, parce que c'était un autre monde aussi, une espèce de côté résolution de problèmes en fait, qui sert pour tout. Parce que la communication et le marketing, c'est ça en fait. C'est comment est-ce qu'il y a un problème, il y a une solution, comment est-ce que tu vas communiquer par rapport à ça, comment est-ce que tu vas connecter les gens pour les faire avancer, en fait. Moi, le marketing, c'était pas pour vendre du chocolat, c'était pour faire avancer, en fait, les choses. Mais je suis allée dans un secteur qui était quand même celui qui, a priori, m'apporterait de l'emploi, là, assez vite, même si j'ai voulu, à l'époque, travailler déjà dans des associations qui menaient des combats. Euh, j'ai compris que les emplois pour une petite stagiaire, la petite stagiaire que j'étais, là, ça allait être compliqué. Donc, il a fallu être plus pragmatique, plus rationnel, malheureusement. Je pense que si j'avais eu des papiers, j'aurais vécu une vie différente, mais ça m'a amené justement à la vie que j'ai aujourd'hui, donc pourquoi pas. Donc j'ai fait des stages en hôtellerie et en tourisme, mais c'était du 360. Pour chacun de mes stages, je suis allée regarder un aspect particulier en fait, marketing et communication, pour avoir une espèce d'approche globale en fait, Et puis une pour avoir capacité. toutes les clés aussi pour comprendre ce que tu aimais et ce que tu n'aimais pas aussi. Voilà, exactement. Mais être très multicarte, en fait. Pour moi, c'était important que je puisse euh, soutenir les entreprises que j'allais appuyer en marketing communication de multiples façons. Et du coup, fort de toutes ces expériences qui étaient des stages, comme tu disais, à quel moment tu décroches ton premier emploi et comment c'est amené, comment tu dis, OK, bon, bah, mon choix, il est arrêté. Maintenant que j'ai un petit peu l'expérience de savoir X, Y chose, Ouais. ça, je sens que c'est un emploi pour moi et je sens qu'aussi, en tant que personne, je vais apporter une certaine plus-value aussi. Le côté entrepreneur que j'ai aujourd'hui, je sais que je l'avais déjà comme intrapreneur. Euh,
ce que j'ai du mal à déblayer, là, en essayant de t'en parler, puis c'est vrai que j'ai eu ces échanges-là avec d'autres personnes. Je ne sais pas si je l'avais déjà, ce côté intrapreneur, ou si c'est les circonstances. Rappelle-toi, enfin, étudiant temporaire, voilà, toujours à essayer, à devoir s'adapter, déjà depuis mon enfance d'ailleurs. Donc, est-ce que je suis née intrapreneur ou est-ce que je suis devenue par circonstance? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans mes stages, comme je savais que je voulais un emploi, décrocher un emploi, je savais aussi qu'il fallait que j'en fasse plus que les autres. Donc, dans chacun des stages que j'ai faits, je C'était la développais de nouveaux stagiaire produits. parfaite. Ben, je pense que j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dans chacun de mes stages. J'y ai beaucoup appris, mais c'est vrai que je voulais démontrer en fait le fait que je pouvais être une employée. Donc, je faisais plus que le descriptif. Euh, et je pense qu'à chaque fois sur mes stages, il y avait une possibilité de m'engager, mais que quand les personnes se rendaient compte de la paperasserie que ça allait demander, donc à l'époque en France, il fallait Un démontrer, sponsoring. eh oui, il fallait démontrer qu'on était la meilleure personne et que personne d'autre en France pouvait faire le job. Et puis Mais ça c'est un demandait petit peu la même chose au Canada avec l'IMT, ça s'appelle. exact, Alors, ça tout dépend à les fait. visas qu'on essaye d'obtenir, hein, mais c'est vrai Ouais, que en fonction de certains visas, il y a cette étude IMT. Alors, je ne saurais plus, mais c'est étude du marché du travail ou un truc comme oui, ça, il me voilà, semble. oui, oui, Et exactement, oui. on essaye de voir à compétence égale si ta position serait plus intéressante que d'embaucher quelqu'un pour qui on n'aurait pas besoin de faire des papiers, en fait. Exactement. Donc, à l'époque, là aussi, dans le contexte, et puis bon, on avait le contexte politique aussi français à l'époque, on avait quelques ministres là qui compliquaient aussi les choses. Euh, Bah, ça a fait que même des grands groupes là, hôteliers dans lesquels j'avais fait des stages, alors j'avais fait événementiel, j'avais fait relations presse, j'avais fait commercial d'ailleurs, c'était pas juste communication presse. J'avais aussi fait commercial et marketing dans les hôtels, etc. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bon, enfin, tout ça, là, ça a pas donné. J'ai vraiment cru que ce groupe, que je ne citerai pas, pourrait m'engager. D'ailleurs, je suis allée travailler pour la concurrence quelques années après, mais ils n'ont pas pu, ils ont lâché. La ressource humaine m'a dit, je suis désolée, on voit qu'on ne pourra pas en fait t'engager. Donc, gros passage à vide, où pour rester justement en France, j'espère qu'il n'y a pas de rétroaction, mais je pense quoi. Mais il fallait que je me réinscris à l'université en fait. Donc je me suis réinscrite en licence de philo pour rester en fait. Et ça me donnait 1 an, 2 ans possiblement pour rester encore en France. Ma licence de philo, moi je ne l'ai pas passée. J'allais quasiment pas en cours, je pense, si je me rappelle bien. Je faisais des jobs, des Oui, petits c'était limite un, contrats. un prétexte au final pour pouvoir rester et d'être d'un point de vue Complètement. administratif dans les clous, quoi. Exactement, tout à fait. Donc, je multipliais voilà, les contrats, les petits jobs. J'ai fait babysitter, j'ai fait organisatrice d'événements, enfin, sur des colloques, des choses comme ça. J'étais au contrat, j'étais intermittente en fait. Puis là, bon, bah, en tant qu'étudiante, il y avait des limites aussi, hein, 20 heures par semaine, mais bon, voilà, on a joué autour. J'ai été hôtesse d'accueil dans un restaurant, enfin, pour tenir quoi en fait, et puis Un pour vrai rester couteau suisse, cette active. Félisa. Eh ben, écoute, il y avait pas le choix, en fait. Il y avait vraiment pas le choix et j'ai fait ça, écoute, quand je te dis c'est flou, hein, c'est vraiment que c'est flou. Je crois que j'ai fait ça 2 ans. Donc j'ai raté ma première année de licence, je me suis réinscrite en licence et par contre là, en France à l'époque, si tu restais 3 ans sans diplôme, je crois que c'est la première fois que je rentre dans les détails comme ça enregistrés. Si tu restais 3 ans sans diplôme, tu retournais en fait. Donc bon, bah, la deuxième licence, c'était clair que j'allais pas l'avoir. En fait, la deuxième année de licence, pareil, là, je suivais les cours, je crois, à peu près. Mais j'essayais de faire le reste en fait. Ouais, puis Donc le je but, c'était pas m'inscris, l'obtention du diplôme en tant que tel. Le but, c'était le plus de job. te permettre d'avoir du temps pour Ouais. trouver un vrai job pour pouvoir rester officiellement. Exactement. Donc, je m'inscris dans un espèce de MBA de tourisme bidon, bidon. L'école, là, pour le coup, c'est vrai que merci papa, merci maman, ils ont payé la première mensualité, je crois, ou la première, voilà, pour que je puisse avoir une année de prolongement. Et il y avait cette agence qui faisait du marketing stratégique touristique. Alors, le marketing stratégique touristique, c'est vraiment particulier. Ça veut dire qu'on va prendre des destinations, donc des pays, des offices de tourisme de pays ou de régions, des groupes hôteliers, ce qu'on appelle des DMC, des agences de voyage, etc. Puis on va les positionner et c'était vraiment du 360. Donc je repère cette agence, je me dis, je veux faire un stage chez eux et surtout je veux travailler avec eux. C'était exactement
ce qu'il me fallait. Avec la façon dont je travaille, la façon dont je pense les choses, je Et voulais puis le absolument fruit aussi des diverses expériences que tu avais pu prendre à droite à tout à gauche, là, fait. ça remettait un peu tout au même endroit, en Exactement, fait. exactement, parce qu'ils faisaient tout en fait pour leurs clients, aussi bien les relations presse que le service client, que d'organiser des événements, que d'organiser des voyages de familiarisation, etc. Donc, je voulais absolument travailler chez eux. Donc, je fais quelques cours, je pense à ce MBA, je me rappelle des locaux, mais je sais que j'y ai pas mis les pieds bien souvent. Et l'agence était juste à côté, donc je demande un stage. Et en fait, un des stages, j'avais une passion pour le Brésil à l'époque, qui me vient d'assez loin. Euh, et j'avais eu un stage, j'avais bataillé là pour ce stage, j'avais fait un stage à Rio au service marketing de l'Office de tourisme de Rio. C'était le stage le plus difficile de ma vie d'ailleurs. Je parlais pas portugais, enfin voilà, j'y suis allée quand même. Ça avait été difficile, mais une expérience formidable qui du coup m'a permis de pratiquer en fait et d'apprendre le portugais. Et hasard ou synchronicité, je crois beaucoup à la visualisation en fait, ce qui m'a amené d'ailleurs où je suis et à chaque étape vraiment, je me rends compte. Euh, donc le directeur, le PDG de l'agence de stratégie marketing, Gaël de la Porte-du-Teil. Merci Gaël, si tu regardes, je t'enverrai le lien. Je crois que je le vous vois encore, je n'en sais pas parler depuis longtemps, mais je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi et pour ma vie. Parce que ce gars-là, donc, qui était un très grand, 1,90 m, grande gueule, un des grands en fait, du tourisme français, voit mon CV et voit, ah tiens, tu parles portugais, bon, bah, on va te recevoir, écoute ma fille, il m'a pas dit ma fille, mais je ne sais pas pourquoi je voulais dire ma fille, tu parles portugais, j'ai ce client-là que je veux absolument avoir, si tu le décroches, et si tu décroches d'autres clients, eh ben, tu fais le stage avec nous, mais je t'engage après. Donc, je me suis démenée. Je me revois dans son bureau d'ailleurs, parce qu'il m'avait laissé utiliser son bureau, préparer, je parlais à peine portugais, mais préparer mes speeches en portugais pour aller démarcher et ce client et d'autres. Donc, ils allaient m'envoyer sur un salon, je ne sais plus où il était le salon, s'il était en Espagne ou en Allemagne, un de ces gros salons en fait, du tourisme à l'époque. Et je savais qu'en fait, il allait falloir que je démarche assez de clients pendant ce salon, j'avais 2, 3 jours, et que ça allait changer mon parcours. En fait, c'était ma C'était solution. ton moment, en fait. C'était mon moment, exactement. Donc, je prépare tout ça, je parle, je déblatère comme je peux au téléphone pour essayer de récupérer des clients. Et j'adore repenser à cette énergie-là, en fait. Et je débarque au salon et puis je reviens effectivement avec ce client-là, plus 2 ou 3 autres. Alors, au moins 2 autres. Ouais, au moins. Donc, je reviens avec 3 Hyper clients, en fière, fait. surtout. Mais soulagée, je pense, je me rappelle même, peut-être que j'étais fière, mais je pense que j'étais surtout très soulagée, en De fait. dire, OK, moi, mon côté de la mission est fait. Maintenant, à vous de respecter votre part du contrat. Exactement. Il a absolument respecté sa part du contrat. Il est allé beyond, above and beyond, je crois on dit en anglais, n'est-ce pas? Pour me faire ces papiers-là, il a été à mes côtés. Il s'est dit, c'est pas le gouvernement qui va m'empêcher de t'avoir dans ma boîte, en fait. Et j'ai adoré de voir ce gars tenir sa parole d'une part, mais aussi me montrer que c'était possible, que rien n'est je ne vais pas dire que rien n'est impossible, parce que c'est mon dossier, mais la différence qu'il y a entre la passivité de certains, de tout ce que j'avais vu avant, de se dire oh non, c'est trop compliqué, je ne peux pas, j'y vais pas, désolé, ou ce gars-là qui se dit non, j'ai vu, tu as démontré tes capacités, je vais aller faire ce qu'il faut pour toi, quoi. Ça a été vraiment un moment, je pense, qui a continué de déclencher des choses sur le Ouais, fait puis tu t'es que aussi rendu compte que battre, quand on veut, on peut, en fait. C'est ah aussi ben, ça, parce que mais toute clairement. démarche, quand bien même compliquée, enfin, au plus compliquée qu'elle soit, le plus possible, au final, c'est juste un peu de temps et surtout beaucoup de motivation pour remplir de la paperasse, parce que au final, la finalité, c'est que c'est possible puisque ça fait partie du processus. C'est juste que ce processus, c'est juste une tanasse d'aller jusqu'au bout en général et que les gens préfèrent se dire avant, oh là, attends, Oui. nous, on va retrouver quelqu'un d'autre. Peut-être ça va nous prendre un peu de temps de trouver quelqu'un, mais au moins, une fois les papiers, ce sera juste une formalité d'une signature en bas d'une page, en fait. Exactement, ouais. Entre aller à la facilité face aux barrières ou aller les dépasser. C'est Donc, ça. j'ai eu des expériences formidables dans cette agence. J'ai adoré, j'avais une grande liberté, j'avais mes propres clients, mon pôle, enfin, c'était super. J'ai Et tu es adoré. resté combien de temps, du coup, dans cette agence? J'y suis restée, je crois,
un peu plus de 2 ans, ou presque 3, il me semble, où je faisais, alors j'avais mes propres clients, j'étais très spécialisée sur tout ce qui était convention, réunion, voyage d'incentive, on appelle ça les voyages d'incentive, donc c'est les voyages de récompense, c'était mon pôle. Et puis j'avais aussi les clients donc portugais, lusophones, donc Portugal, Brésil. J'avais développé aussi, j'avais un client ou deux au Moyen-Orient, j'en avais quelques-uns aussi en Russie, Pologne, etc. Donc je m'occupais de ça. J'ai raté les pays. Il voulait me placer sur la Jordanie, mais un concurrent l'a eu, mais j'aurais pu être responsable de l'office de tourisme de Jordanie en France, ça aurait été sympa. Mais comme quoi, rien n'arrive par hasard, c'était pas pour moi. Mais j'ai eu donc ce resort. Je suis pas du tout resort, mais c'était le Brésil. Puis là, pour moi, comme quoi aussi, c'est toujours ce côté advocacy, en fait, dans le développement des ventes et dans le partenariat, etc. Je me disais, OK, j'ai ce resort, le Brésil, les gens ont tout un tas de stéréotypes. À l'époque, c'était pas du tout la, la destination à la mode. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis là en ce moment ou de connaissances qui sont au Oui, Brésil parce que moi aussi, j'allais dire, qui moi arrêtent aussi, pas j'ai de plein d'amis, poster. mais parce que c'est la période du carnaval, c'est pour ça. Je sais, ouais, ouais, tout à fait, exactement. Donc, mais à l'époque, c'était perçu comme dangereux, c'était perçu comme, voilà, pas Comme les intéressant favelas culturellement. partout. Exactement. Donc, je me suis dit, OK, donne-moi ce resort, et puis on va en faire la porte d'entrée pour les Français qui ont peur du Brésil. Ils vont pouvoir découvrir le nord du Brésil, en plus, qui a une tradition afro-brésilienne qui est vraiment fantastique. Enfin, centre du Brésil, en fait, je ne devrais pas dire nord, mais enfin, voilà, j'y suis allée mettre une pointe de militantisme, en fait, que j'ai retrouvée aussi dans chacune de mes missions, finalement. Et le boulot s'est bien passé, j'ai bien fait mon rôle, et j'ai été chassée à l'époque par, enfin, dans mes partenaires, j'avais monté un partenariat avec une responsable du groupe Accor, qu'on connaît bien en France, et qui est aujourd'hui, je pense, le troisième ou quatrième groupe. À l'époque, c'était pareil, hôtelier, qui m'avait vu travailler. Il y avait 2 hôtels Sofitel sur ce resort-là, qui m'avait vu travailler. Puis au moment où elle quittait ce poste par amour, parce qu'elle déménageait en Hollande, m'a dit, bah, je veux pousser ton CV. Est-ce que tu peux me faire ton CV? Je veux vraiment que tu prennes ce poste-là. C'était directrice des ventes Amérique du Sud sur toute l'Europe. C'était le rêve, quoi. Quand j'ai vu le truc, je fais, ah, c'est quoi une directrice des ventes exactement? Puis il fallait que je travaille avec ce qu'on appelle des CAM, donc c'était des Key Account Managers, donc des noms que je connaissais pas, mais ça m'a pas arrêté. Je me suis dit, oh, Brésil, Colombie, Argentine et tout ça, allons-y, c'est le rêve, c'est vraiment sur le chemin. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu le poste, 8 entretiens, je crois, 7 ou 8 entretiens, ouais, Waouh! 7 ou 8 entretiens, parce que j'étais très jeune en fait à l'époque. J'étais très jeune, donc je pense qu'ils voulaient s'assurer que Que tu avais la c'était là. maturité et les épaules pour prendre le poste aussi, ouais. Voilà, exactement, je pense. Mais c'est aussi, là aussi, c'est un moment sur lequel j'adore reflect. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'était drôle, en fait, cette étape-là, là, de se dire, oui, c'est possible, en Et fait, puis c'est ça possible. prouve C'est aussi la que passion, quelque tu part que sais. tu es capable de tout ça parce que entre la capacité qu'on a personnellement et se dire je suis une femme forte, je suis déterminée, j'ai pu mettre en place tout ce que je voulais et après voir que les autres perçoivent ce truc-là, c'est deux choses complètement différentes parce que si à chaque fois on me disait ça a l'air super ton CV, par contre les papiers ça va être compliqué. Quelque part dans ta tête, c'est pas que tu te diminues, mais tu te dis elle est où ma vraie valeur en fait, parce que Oui. il y a ma valeur en tant que personne et puis il y a la valeur de tous ces papiers, ce côté administratif. Toi, tu te retrouves un petit peu au milieu. Là, au moins, on te parlait à Faiza en tant que personne avec ton CV. Oui, mais je sais pas, Nathalie, je pense pas que ce soit mes capacités qui ont fait la différence. Je pense que c'est ma passion. C'est mon engagement, c'est vraiment l'énergie que je mettais parce que l'apprentissage, je l'ai fait sur le terrain, en fait, à chaque fois. Directrice des ventes, quand je te dis, je savais pas ce que c'était comme job, je voyais bien le descriptif, bon, j'avais les connaissances, j'avais le réseau, j'avais la compréhension, j'avais déjà une stratégie en tête, mais ça, c'était juste, voilà, mais résultat de l'expérience. Mais le job en lui-même, j'avais aucune idée. J'ai acheté quelques semaines avant Key Account Manager. Je crois que j'ai encore le livre quelque part. Qu'est-ce que c'est un responsable Key Account Manager? Un responsable grand compte. Parce que je manageais en fait indirectement une cinquantaine de personnes, indirect, mais c'était ces gens-là. Tu vois, c'était des gens Key Account Manager. Ben, je suis allée acheter le livre pour voir ce qu'ils faisaient en fait comme job. Donc, fait, ce parcours-là que j'ai eu parce que je pense que c'est vraiment la passion qui m'a fait avoir la passion et puis tenter, en fait.
je me suis plantée. Il y a des choses que j'ai pas, maintenant quand je les revois avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis plantée, mais Non, mais j'aimais c'est ça. pas grave les échecs, tant qu'on Ouais, arrive à avoir le exactement. recul suffisant pour comprendre là où on a échoué et au final ce que ça apporte, parce que des fois un échec, ça peut apporter quelque chose de positif si on a pris le recul qu'il Totalement. faut. Ouais. Et puis de toute façon, le garder comme un échec toute sa vie, ça changera Mmh. pas le fait que ce soit déjà passé Ouais, et ouais, que c'était déjà un échec. Donc rester ouais, dessus, pour moi, c'est là l'échec, c'est de se dire exact. bah, on s'est trompé et en fait maintenant je reste buté là-dessus, je suis nulle. Bah non, en fait, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et heureusement, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Totalement. Totalement. Ouais. Mais du coup, tu disais que tu étais passionnée. Ouais. Ça c'est stylé, c'est cool, c'est sympa. Mais Mais c'est pas pour ta carrière en France qu'on se voit aujourd'hui. ah ouais. C'est un grand départ, le Canada. Ouais. 2008, il me semble que tu m'as dit que tu étais Oui, arrivée c'est ça, fin 2008. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette arrivée au Canada? Est-ce que Toronto, c'était la ville de choix ou est-ce que tu as transité par d'autres petites villes avant? Et surtout, comment ça s'est passé ton acclimatation au Canada? Parce que c'est un changement de vie en tout point, un nouveau continent encore, parce que celui-là, l'Amérique du Nord, tu l'avais pas encore fait, tu avais fait le Brésil, l'Amérique du Exactement. Sud. Petit à petit, tu remontes. Ouais. Mais du coup, voilà, comment ça s'est passé ton acclimatation ici et puis tes premiers pas aussi au Canada? Oui, c'était, bah, là aussi, c'était pas un ch enfin, c'était pas un choix, c'était une opportunité à ne pas rater. Je m'étais mariée, 2 ans avant, j'étais enceinte d'ailleurs à l'époque, et mon mari me dit, il travaille très bien, très passionné lui aussi dans son poste et le cadeau pour un très beau projet en fait qu'il avait mené à bien, c'était une promotion pour, venir travailler au Canada sur un poste qui honnêtement se refusait pas. C'était vraiment une très, très bonne opportunité pour lui. Moi qui avais vu aussi, ce que ça apporte en fait, d'être de ce côté international en fait. C'était le bon moment pour lui, pour le vivre, tout simplement et moi je me disais: «Bah, c'est peut-être aussi le bon moment pour» on était censés venir pour 2 3 ans en fait. C'était vraiment une expatriation et puis repartir en France après. Puis j'étais enceinte, j'étais effectivement sur une très bonne lancée là en termes de carrière. J'avais bougé du poste précédent, j'avais été promue sur un autre poste, mais pourquoi pas? Je me suis dit: «Bah, tiens, on y va». C'était le côté aventure, en fait et puis, j'avais vu aussi qu'au Canada, on pouvait prendre 1 an, après l'accouchement, alors que je savais que bon, en France, ça allait être 6 semaines, 8 semaines et le groupe, en plus, le groupe Accor soutenait beaucoup les femmes, en fait. Donc j'étais quasi sûre pour avoir vu mes autres collègues, en fait, partir en congé de maternité et revenir, que j'allais pas avoir moins de travail. J'allais possiblement en avoir même plus, en fait. Donc j'avais peut-être envie de faire une petite pause pour l'enfant, pour mon fils, hem et puis tester quelque chose d'autre, comme tu viens de le dire, c'était un continent que j'avais pas fait. Donc je me disais: «Bon, bah, tu arrives avec ton CV, tu te prends quelques semaines, quelques mois de pause et puis après, bon, bah, tu vas te relancer sur le marché du travail, tu vas rajouter les États-Unis et puis le Canada effectivement à ton arc et tu retournes en France avec tout ça pour le même groupe ou pour un autre» et en fait, pas du tout, bien sûr. Arrivée ici, bon, l'accouchement, se passe, avec beaucoup d'isolement, à me Ouais, rendre loin de la parfaite famille, du l'anglais. coup. Voilà, mais si j'avais eu quelques visites, mais bon, bah, l'anglais que j'utilisais au quotidien dans mon travail, pourtant, à partir de Paris, je me rends compte que c'est pas suffisant. Enfin, il y a un décrochage qui se fait, qui fait que je suis même pas capable, en fait, de passer à la caisse, faire mes courses. Mais C'était je assez, rejoins et c'est quelque chose hein, d'important c'est à fou. souligner pour les auditeurs de Choc FM 105.1. C'est vrai que Ouais, quand on arrive au Canada, on se dit, ah, mais c'est super, de toute façon, c'est un pays bilingue. Donc, quoi qu'il ouais, arrive, j'aurai le français comme Becky parce que tout le monde parle français. Moi, dans ma tête, on était clairement là-dessus. Et en ouais, plus, j'étais bilingue à Paris. Comme ouais, toi, dans ton travail, tu utilisais l'anglais. Donc, du coup, puis tu regardes des films à la télé, tu fais exprès de les mettre en anglais. Donc, tu dis, mais en ouais, fait, moi, mon niveau, il est là, donc ça va être nickel. ouais La et pas première du fois que tout. j'ai commandé une pizza, j'ai tellement rien compris que j'ai dit I'm coming. J'ai raccroché et j'y suis allée à pied. Ah oui, bah, tu vois? Voilà. Ouais, Donc je te ouais, rejoins sur, je passais même pas à la caisse. Moi, je passais, ouais, mon angoisse, c'était le téléphone. Comme ça, je vais ouais, t'appeler pour un poste, on va s'appeler au téléphone. Non, non, recevez-moi en vrai. Je préférais parce que je me suis dit, enfin, je me disais à l'époque, tu peux toujours parler avec ton corps, faire des gestes, oui, tu peux lui faire une blague ou deux, ça va passer. Alors ouais, qu'au téléphone, s'il y a des blancs, eh absolument. ben, bonne chance. Ouais, c'est Ouais, je vrai. te rejoins sur ce flou où tu te dis, Mmh. j'avais tout ce truc, j'étais persuadée, et en fait, plouf, Ouais, le ouais, soufflet ouais. retombe.
Tout à fait, exactement. Donc ça a duré quelques mois quand même, hein, avant de me reprendre. Heu et oui, l'acclimatation, écoute, ça a été vraiment autour du garçon au début, hein. C'était la peur du froid pour le petit qui est né en février en plus. Ouais, c'était tout et puis après de repenser sa place. Je veux dire, j'avais pas arrêté de bosser depuis que voilà, depuis que j'avais fini ma terminale, en fait, et même en terminale, je travaillais quand même beaucoup par rapport à mes mes années lycée d'avant, où c'était beaucoup plus cool. Donc de se retrouver sans rien faire, je pense que ça avait été vraiment difficile. J'ai pris ces mois-là, mais ouais, c'était particulier. C'était quelle est ma place? Comment est-ce que je reconstruis ma place, en fait? Et après les premières recherche de travail, bon, bah, j'en ai souvent parlé, ce mot, puis ça va pas t'étonner non plus, ça étonnera personne qui est passé par là, qui est immigrant, c'est ce mot overqualified, là, surqualifié, puis pas la reconnaissance du CV, et cetera. Et puis on me proposait parfois d'être assistante commerciale dans un hôtel. C'était mon premier stage. Donc c'était très dur, c'était vraiment très dur. Puis j'ai reposté aussi sur Facebook, je me rappelle, du coup, d'une réponse que j'avais eue encore à une tentative de recherche d'emploi où on me dit, «Bravo pour votre résumé impressionnant, on n'a pas de place pour vous en ce moment». Je me disais: «Mais il est pas si impressionnant que ça». Tu vois, c'était ce côté, il est pas si impressionnant que ça, ce CV. Pour la France, ça avait rien de je dirais pas que ça avait rien de particulier, mais on m'aurait pas fait ce genre de réponse, je pense, en France. Au contraire, on m'aurait dit: «Ben, on va t'utiliser là, ou on va faire ça, on va faire ça». Ils auraient tiré profit de ça et là, j'avais l'impression qu'au contraire, c'était des barrières que je n'arriverais pas de toute façon à passer, ou si je les passais, on comprenait pas justement ce que j'étais capable d'apporter et on me demandait de repartir à zéro. À l'époque, il y avait pas d'organisme. Il y avait le centre francophone, mais que j'ai eu beaucoup de mal à identifier. J'ai vécu à quelques blocs du centre francophone sans savoir que c'était là. Hem il y avait pas vraiment de soutien pour la recherche d'emploi. On n'avait pas les ateliers qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas le réseautage qu'on a aujourd'hui, donc il y avait beaucoup d'isolement par rapport à tout ça. Il n'y avait pas tous Heu, ces groupes, tous ces trucs où on essaie c'est de ce que j'allais rassembler dire. justement les communautés entre elles. Exactement, tout à fait. Même sur Cette Facebook, il y avait histoire de pas. soutien entre guillemets en disant: «Toi, tu as galéré, bah, moi je galère, viens on se met Voilà, ensemble, on va aider les autres». Il n'y avait pas encore exact. ce truc un petit peu de solidarité au final. Ouais, 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 non, c'était vraiment très, très rare, ou en tout cas, moi, je les avais pas identifiés. Donc j'ai pas eu quelqu'un qui est venu me dire: «Mais tu sais, c'est pas personnel, voilà, c'est le système ici, voilà ce que tu peux faire». Par contre, c'est vraiment le bouche à oreille qui m'a menée. Alors ce jour-là, j'ai dit: «OK, je lance mon entreprise, ça suffit, on va pas perdre plus de temps. De toute façon, on rentrera peut-être en France». À l'époque, c'était encore une possibilité, même si je voulais vraiment, vraiment rester au Canada, et puis on commençait à en discuter. Je commençais à pousser un peu dans cette direction-là. Hem, mais je me disais: «Bon, bah, je vais être entrepreneur, je vais capitaliser justement sur mes réseaux, sur ce que je connais du monde, et puis je vais l'amener ici au Canada». Donc j'ai décidé de lancer mon entreprise. Ce que je voulais faire en France, mais plus tard, en fait, peut-être arrivé à la quarantaine, je l'ai fait à 31 ou 32, je crois, j'avais à l'époque, je sais plus. Mais heu mais voilà, et le bouche à oreille m'amène sur la première formation à l'époque. On en voit beaucoup aujourd'hui, mais rappelons-nous, les pionniers, les pionnières, c'était Oasis Centre des femmes, à l'époque où, l'entrepreneuriat des femmes, c'était absolument pas sexy. On se demandait: «Mais pourquoi des formations spécifiques pour les femmes? Pourquoi même des formations spécifiques pour les femmes immigrantes ou pour les femmes racisées?» Oasis était dans les premiers là. Je crois qu'il y avait une dizaine d'organismes à l'époque qui avaient reçu un financement fédéral. C'était un test du fédéral, donc j'ai eu la grande chance d'être parmi les premières participantes à ce programme-là. Ça durait que 4 jours à l'époque et ça m'a permis de lancer la première entreprise. Justement, parle-nous-en un petit peu de cette, première entreprise. C'était quoi le l'idée de départ en fait? Alors l'idée de départ, c'était de reproduire justement cette formidable agence de marketing stratégique, et de développement des ventes d'ailleurs, dans laquelle, j'avais travaillé en France, en capitalisant sur les réseaux. Le réseau que j'avais développé. Donc ça s'appelait Femme Tour Promotion. Et c'était l'idée donc d'être le bureau de représentation d'hôtels, de chaînes hôtelières, de réceptifs, on appelle ça des réceptifs ou des destination management companies, c'est vraiment spécifique au tourisme, et idéalement aussi d'aller récupérer quelques pays. Là, j'aurais aimé ça si j'avais continué. Et de les représenter, donc les représenter au niveau du développement des ventes. Donc c'était mon boulot, c'était de leur trouver des clients ici
de faire connaître leur expertise, de faire connaître leurs services, etc., de récupérer des dossiers sur lesquels travailler. Rappelle-toi, je disais, ma spécialité, c'était vraiment meeting, convention, etc. Pas trop voyage individuel, hein. C'est vraiment la partie sur laquelle je m'amusais le plus, l'événementiel touristique, là, on peut dire. Et puis après, j'accompagnais en fait tout le dossier. Donc, l'équipe sur place prenait la demande, la préparait, faisait une proposition, et puis c'était à moi d'accompagner tout le déroulé du dossier jusqu'à ce que le groupe soit arrivé là-bas et fait son expérience et revienne. Donc c'était du démarchage, c'était des salons, j'ai fait des salons, j'ai fait un salon, le salon du meeting and event, donc j'avais mon stand, j'ai fait les relations presse, j'ai fait la présence dans des événements, le réseautage, le bénévolat à l'époque m'avait beaucoup aidé, j'ai eu accès du coup via une association professionnelle. On m'a donné un mentor, Duff Shaw, avec lequel je suis encore en contact. Il est sur Facebook, de temps en temps, il m'envoie des messages, moi aussi, mais qui m'a voilà, guidée sur mes premières étapes et qui m'a dit euh, ici, si tu veux démontrer en fait ce que tu sais faire, sois bénévole. Donc, je suis rentrée sur le comité d'organisation du gala de cette association-là, et puis j'ai aidé, justement, puisque je savais déjà organiser des galas, c'est ce que j'avais fait en France pendant plusieurs années, et ça m'a permis de créer ce lien de confiance, en fait, avec mes interlocuteurs, et puis de gagner des clients comme ça. Et à quel moment tu te dis, OK, ça c'est J'arrête. cool, mais j'ai encore plus envie d'aider les gens, ce côté un peu plus social aussi que tu as Ouais. de vouloir aider les gens, de leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils ont le droit, parce qu'il Ouais, y a plein de choses auxquelles on a le droit, mais si on ne nous aide pas à le savoir, et ben c'est comme toi avec le centre francophone, il était là, il t'attendait les bras ouverts, mais si tu n'y vas pas, ils vont pas venir non plus te chercher par la main en disant, mais Faiza, on t'attendait. Donc, il n'y a exact. pas ce truc-là. À quel moment tu te dis, Ouais. parce que c'est un petit peu l'objet justement de ta deuxième entreprise, Oui, Next Level Impact Consulting, à quel moment tu as le déclic pour te dire, OK, le tourisme, c'est une partie de ma vie et j'adore ça. Mais je pense que je ouais, suis passée à un truc où j'ai plus envie d'aider l'humain en tant ouais. que tel. Et du coup, je vais lancer cette entreprise. Il me semble, si j'ai bien fait mes petites recherches, Uh-huh. Next Level Impact Consulting, c'était avril 2016. Donc, on a déjà passé quelques temps déjà. Oui, alors cette entreprise, très bonne recherche, tout à fait. Puis il y a un entre-deux justement qui explique tout ça. L'entreprise, je l'ai arrêtée parce que je m'ennuyais. Certains de mes clients fonctionnaient très bien. Le Brésil fonctionnait bien, par exemple. Une collègue Grâce là à que ton j'avais portugais. non, mais je veux dire, les gens, j'arrivais à trouver des clients qui étaient intéressés par le Brésil. Mais un Brésil qui était encore très fade, en fait. C'était pas très aventureux. Les Québécois, les clients, Transat, par exemple, faisaient partie des clients que j'avais décrochés. Euh, donc, les clients du tourisme au Québec, qui envoyaient leurs clients à l'étranger, ils avaient cette créativité, cette curiosité, ils étaient ouverts à nos idées, c'était très créatif, en fait, ce qu'on leur proposait, hein. C'était des employés de grosses entreprises qui étaient récompensés, etc. Donc, on faisait les choses vraiment sympas pour eux, en fait. Mais les clients que j'avais en Ontario, en Colombie-Britannique, par exemple, eux, ce qu'ils voulaient, c'était le all inclusive au Mexique. J'avais un client au Mexique, mais c'était vraiment pas mon truc. Donc, j'ai eu quelques rendez-vous avec des gros acteurs ici. J'ai beaucoup bataillé pour les avoir. Puis, quand je les ai eus et que j'ai rencontré les équipes, euh, c'était comme il se passait rien dans leurs yeux, en fait. Je leur Ouais, il n'y parlais avait de pas ce la que j'ai. connexion que tu recherchais. Exactement. Je voyais que ce que je leur offrais, c'était pas ce dont ils avaient besoin. Ils n'étaient pas là, en fait. L'Europe était beaucoup plus avancée en termes de créativité sur ce secteur-là. Et je voyais que j'allais m'ennuyer. J'étais en train de devenir vraiment fatiguée, vraiment triste, en fait. Voilà, je perdais vraiment mon énergie. Donc, ma décision, quand j'ai fermé l'entreprise, ça a été un coup du hasard. J'arrive pas à me rappeler exactement comment l'offre d'emploi est. Mais si, Edwige, bien sûr. Edwige Nob, que je connais justement, qui avait participé aussi à la première formation d'entrepreneuriat et qui, elle, avait rejoint Oasis Centre des Femmes et qui me dit, écoute, le poste de gestionnaire pour le programme auquel tu as participé, donc programme d'entrepreneuriat, se libère. Il y a encore 1 an de financement. Est-ce que tu veux le prendre? Je peux te pousser. Donc, j'ai envoyé mon CV. Merci Edwige. Voilà, on dit merci Gaëlle, on dit merci Edwige. J'ai beaucoup de merci, je le fais à chaque fois que je peux, mais c'est vrai que Edwige, je crois que je la remercie, mais pas assez. Donc merci Edwige pour d'avoir présenté mon CV en fait, et je rencontre Dada Gazirabo que j'avais déjà entendu avant, puis je lui explique un peu ce que je veux faire, etc. Donc c'est là en fait, tu parlais de l'humain. Ce que je me suis dit, c'est à ce moment-là, j'étais vraiment triste, hein, j'étais même déprimée, dépressive sans doute même.
j'irai aussi loin. Et j'avais envie de retrouver ce feu-là. J'avais envie de, voilà, de me retrouver, en fait. Et le poste, pour moi, c'était, prends ce poste-là pendant 1 an, tu redonnes ce que tu as appris, ce que tu as amené avec toi et puis surtout ce que tu as appris grâce à Oasis, grâce à tes expériences ici. Redonne-le pendant 1 an et puis c'est vrai que je commençais à être un peu là, j'avais plus d'expérience, donc je me disais 1 an avec Oasis, puis je reviens en fait dans le tourisme et puis là, j'aurais eu un poste effectivement peut-être Une parenthèse un d'assistant. petit peu, justement. Voilà, exactement, responsable commercial outbound, là, ce qu'ils pensaient, donc j'aurais pu prendre ce type de poste. Mais j'ai jamais quitté. Oasis, j'ai fait ça pendant 1 an. Le financement s'est arrêté. J'ai adoré, j'adore cet organisme. C'est vraiment une vision de soutien des femmes touchées par la violence que j'avais jamais vue ailleurs, que je n'ai jamais vue ailleurs depuis. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent sur les questions de la violence faite aux femmes, mais la vision d'aller travailler sur la prévention, d'aller travailler sur la reconstruction économique ou la construction économique aussi, qui nous prémunit des différentes formes de violence. Ça, c'est vraiment un pionnier, en fait, dans ce travail-là. Donc, j'ai adoré, en fait, travailler là. Le financement s'est arrêté. J'ai bataillé, quand je dis j'ai bataillé, j'ai envoyé mon CV à minuit une pour avoir un poste, puisque sinon j'allais me retrouver sans poste. Je savais pour le coup, là maintenant, que je voulais plus retourner dans le tourisme. Je voulais rester dans le soutien aux entrepreneurs. Puis j'ai décroché un poste à Mars Discovery District, qui était anglophone. C'était un contrat de 3 ans, mais j'y suis restée 1 an. Ça c'est très bien. Enfin, j'ai adoré ce que j'y ai fait. Il y avait un petit peu là des questions d'affinité personnelle avec, voilà, c'est venu un peu compliquer les choses, mais le job, l'organisation, l'écosystème anglophone aussi de soutien aux entrepreneurs, j'ai adoré, j'ai beaucoup appris avec eux, je reste en contact d'ailleurs avec certains d'entre eux encore, mais j'avais envie de ramener tout ça là, à la maison, je dis souvent que c'était à la maison. Donc, on avait fait une demande de financement qui a été acceptée, le temps que je sois à Mars pour presque 1 an, ça avait été accepté, donc j'ai repris le poste à Oasis. Il y avait un concours de circonstances qui fait que j'ai pu retourner à Oasis. J'y ai travaillé en tant que salarié pendant 2 ans et demi, il me semble. 2 ans. Les années sont floues pour moi, hein. C'est des expériences, c'est des moments, mais avec les années, j'ai beaucoup de mal. Ça remonte à l'enfance, ça, je le sais. Cette notion-là d'être toujours dans le présent plutôt que de compter les années. Mais ouais, non, c'était passionnant. C'était passionnant ce qu'on a fait à l'époque. Beaucoup de développement. On est allé chercher de nouveaux projets, on a lancé un programme de microcrédit à l'époque où ça n'existait pas ou peu. Et puis la question de l'éducation financière, c'est là aussi, c'est le berceau là où tout est né pour moi, parce que je voyais ces problématiques et j'allais chercher des réponses sur le marché, pour justement éduquer les femmes aux questions financières, et moi-même la première d'ailleurs, hein, je vivais les difficultés, ou en tout cas le manque de connaissances que mes participantes, les participantes aussi aux ateliers vivaient dans une certaine mesure. Et je ne trouvais pas les informations. Il n'y avait pas l'approche par le genre au niveau des finances personnelles. Il n'y avait pas l'approche aussi citoyenne plutôt que du consommateur. On cherchait toujours un peu à nous vendre des produits, ça me gênait beaucoup. Donc on est allé chercher là aussi avec Dada, avec toute l'équipe, des financements supplémentaires pour une recherche. Puis de là, bon ben, ça a monté. Il y avait d'autres choses que je faisais à l'époque. Merci Sihem, si tu me regardes. Sihem Chakrouni, qui était à l'époque coordinatrice du MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, qui me dit le développement économique, ça serait bien d'amener ça au MOFIF. Viens, il y a une assemblée générale, peut-être que tu voudrais rejoindre le conseil d'administration. J'ai rejoint le conseil d'administration en 2013 comme vice-présidente. Quelques mois après, je deviens présidente parce que la présidente en poste démissionne. Et il a fallu faire ça en parallèle. Et en parallèle, sans équipe, sans financement, mais avec une grosse envie, avec les autres membres du CA, avec les pionnières, là aussi, Jeanne-Françoise, Dada, Florence, du Centre francophone, qu'on connaît bien, qui est la directrice maintenant du Centre francophone. C'est toutes ces femmes qui étaient avant nous, en fait, et qui ont déblayé les choses, qui ont créé cet organisme, qui ont créé tellement de choses, là. Pour faciliter aussi cette approche à l'entrepreneuriat pour les femmes, en fait, parce Complètement, que complètement. Rose déjà Cathy d'une, aussi, hein. entreprendre quand on est immigré, c'est pas simple. Ouais, Entreprendre quand on est une femme dans une société plus ou moins patriarcale, quand bien même le Canada, c'est pas si pire, mais voilà, je veux dire, il y a quand même ce truc où on se dit, fou, ça va être un peu compliqué. Et toi, du coup, tu as exactement. cette porte qui s'ouvre, en fait.
Totalement. Et Rose Andy aussi, qu'on connaît bien encore, hein, de Connecture Canada. Elle était là déjà, elle a ouvert. Ça fait partie de ce groupe de femmes qui ont ouvert les portes de notre développement économique, de notre intégration sociale, etc. Donc, il fallait vraiment porter tout ça au next level, si je me permets un pun intended, là, comme on dit. Mais voilà, on ne pouvait pas laisser cet organisme tomber, là, entre guillemets. Donc, bah, on a relevé les manches et puis avec quelques autres, Carline Zamar, qui est maintenant la directrice, Sabine Samouré, qui a eu la grande gentillesse d'être consultante aussi et qui s'est donnée à 120% sur certains des dossiers qui étaient très peu financés. On a fait beaucoup de projets sans financement. Pourquoi? Parce que, et ça, je pense que c'était le côté entrepreneurial, je voulais vraiment qu'on démontre que notre volonté, que notre force ne tenait pas uniquement à l'argent qu'on nous donne, en fait. L'argent devait venir, par contre, parce que sinon on s'épuise et il faut récompenser les efforts, c'est pas la question. Mais à l'époque, je voulais qu'on reprenne en fait cette liberté-là d'action et d'agir euh, sans programme, sans rapport, sans résultat. Il fallait que ça soit fluide. C'est vrai que Que j'aime ce bien soit ce plus ce terme. organique un petit peu plus. Merci, exactement, organique, tout à fait, pour retrouver ce mouvement-là. Ça a duré 4 ans, là, ou 5 ans, je crois que j'étais présidente, en parallèle d'Oasis. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Next Level. 2016, il fallait que je puisse reprendre un peu le contrôle sur mon temps et de passer à l'entrepreneuriat, ça me permettait de porter certains dossiers avec plus de liberté, en fait. Donc, j'ai continué à travailler avec les organismes avec lesquels je travaillais déjà, en ouvrir d'autres, mais au moins, j'avais plus de temps ou plus de flexibilité pour gérer les 2 choses en même temps, en fait. Puis l'entrepreneuriat, c'est comme tout, quand on met le pied dedans, on a envie d'en refaire et de refaire et de refaire. Il y a aussi mars Oui. 2021, une autre entreprise que tu crées qui s'appelle Prospérité. Alors prospérité, alors là, oui, mais j'ai beaucoup de choses à faire avec ça, en fait. Prospérité, c'est un spin-off. Comme Tiens, dans les c'est séries vraiment sur Netflix. exactement. Prospérité, c'est un spin-off et je pense que le spin-off est en train de manger sa grande sœur, là. Parce que, à mon avis, Prospérité, en fait, ça a commencé comme un projet. Et c'est encore un projet, en fait, de Next Level, que qui me permet, en fait, d'héberger tout ce travail de redéfinition de qu'est-ce que c'est que les finances personnelles, qu'est-ce que c'est que l'éducation financière. Donc Next Level, pour moi, c'est le grand chapeau, on va dire, dans lequel je fais la recherche, l'évaluation, le développement de stratégie, théorie du changement, etc., avec des organismes francophones, mais aussi avec des organismes bilingues ou anglophones. Il y a la partie développement de projet, pilotage, etc., sur les sujets de l'entrepreneuriat, l'employabilité, l'immigration, la violence faite aux femmes. C'est les enjeux sur lesquels j'aime me pencher. Et prospérité, voilà, ça a pris là. Et puis, je me suis dit, OK, je le mets sur LinkedIn l'année dernière parce que je veux que ça commence à avoir une existence et une visibilité qui va grandir, en fait. Parce que je le dis, là, la petite sœur est en train de manger la grotte, je pense. Euh, parce que j'ai plusieurs chapeaux, c'est sûr, j'ai plusieurs engagements, c'est sûr, mais j'ai l'impression que j'arrive là vraiment au cœur de ce travail avec l'humain, comme tu disais, l'humain et le changement social que je veux voir. Je pense maintenant que c'est vraiment Prospérité qui peut l'héberger, en fait, qui Qui canalise, en englobe un fait. peu plus. Exactement, et c'est vraiment qui resserre aussi, en fait, tout ce que je faisais. Voilà, c'est un bébé qui progresse, là, qui progresse, que je suis en train de laisser grandir, que j'utilise, mais pas beaucoup, mais je pense qu'on est à l'éclosion, là. C'est presque la naissance réelle. J'avais besoin de le mettre sur LinkedIn pour comme... Annoncer quelque chose. J'annonçais pas du tout au monde, d'ailleurs, enfin au monde, aux gens, là. C'était plus à moi que je l'annonçais, en fait. Pour le marquer, une fois que c'est dit, c'est fait, c'est ancré, maintenant on va dire, et alors ton truc, là ça avance, et tu peux plus reculer en fait, c'est ça? Mais c'est moi, c'est pas les autres, c'est vraiment par rapport à moi. Est-ce que prospérité, ça grandit? Et c'est vrai que ça grandit. Je voulais voir, est-ce que l'éducation financière que je traîne là, que j'emmène, je traîne pas, mais que j'emmène et que je fais grandir depuis 2014 maintenant, avec la première recherche qu'on a fait en 2016, mais ça, voilà, ça poussait là. Est-ce que c'est, quand je me lève le matin, est-ce que c'est ce vers quoi je vais? Et oui, c'est ce vers quoi je vais. C'est les sujets qui m'occupent le plus, y compris maintenant quand je fais de la recherche ou de l'évaluation. C'est toujours planté là et je veux que ça grossisse, en fait. Donc oui.
c'est le troisième. Alors moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Le temps passe. J'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais. Non, mais Oh. c'est vrai que cette heure arrive déjà à sa On se fin. parlait aussi avant en plus. On se Donc, parlait en plus avant. Donc nous, en fait, ça fait avant très longtemps qu'on l'enregistrement. discute. Mais malheureusement, cette heure arrive déjà à la fin. Faiza, Tout à fait. je me disais pour clore un petit peu cette interview, qu'est-ce que tu dirais à la Faiza qui arrive en France, qui galère, qui Oh se là dit là. ça va être compliqué, on me met plus de bâtons dans les roues, c'est chaque jour est une nouvelle bataille. Et maintenant, tu es une femme plus ou moins, enfin, on dit toujours plus ou moins, mais je te trouve très épanouie comme personne, mais Plus ou moins. épanouie, en tout cas, voilà, plus ou moins, on se préserve de, tu vois, Voilà, exactement. Ouais. plus ou moins établie, épanouie surtout, et puis qui a eu diverses expériences avec des moments difficiles, mais des moments qui aussi ont forgé la personne que tu es maintenant. Du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à la Faiza qui vit un moment compliqué, qui arrive en France, qui est un peu déracinée, complètement déracinée même, et qui se dit, waouh, l'avenir, ça va être compliqué. Est-ce que je me suis dit l'avenir, c'est compliqué? Je réfléchissais pas beaucoup à l'avenir, hein. Je commence à réfléchir à l'avenir. À l'époque, c'était très dans le présent, ça allait rester très longtemps. Et c'est pas forcément juste mes barrières, Nathalie. Je voudrais juste rajouter que c'est ce que je voyais en fait autour de moi. C'est les systèmes en fait. C'est cette question de. C'est là où le vécu, en fait, nos vécus personnels en tant qu'immigrants, quel que soit ce qu'on vit nous, faut vraiment aller voir à quel point on est les témoins de ces systèmes-là qui font qu'on ne peut pas justement s'épanouir. J'aime bien que tu utilises ce mot-là. L'épanouissement financier, c'est le projet que je porte justement avec Paro Partenaires en éducation. Qu'est-ce que j'aurais dit à Faïza à l'époque, en essayant de ne pas avoir les larmes aux yeux maintenant? Je pense que je lui aurais dit, mais fais-toi confiance, Bécasse, avance. Fais-toi confiance, ça va aller. Ça va aller. Et Eh ben, et ça va bien. plutôt pas mal, en tout cas. En tout Voilà. cas, merci Faiza d'être revenue sur ton parcours de vie. Merci de t'être prêtée au jeu. C'était vraiment super. On a pu apprendre plein de choses sur toi, des petits détails un petit peu plus croustillants, un peu plus intimes, ce parcours de vie, justement. Et puis, toute cette épopée, là, depuis que tu es arrivée au Canada, toutes les belles choses que tu as pu mettre en place. On salue d'ailleurs Dada Gazirabo au passage, qui fait partie également de notre série de projets Nos francophones ont du talent, parce que justement, elle, toi, toutes ces belles personnes, vous faites partie intégrante de cette communauté francophone depuis des années. Et c'est pour ça que ça me faisait vraiment En tout cas, ça m'a fait plaisir ce moment avec toi. Donc, j'espère que tu as pris du plaisir. Nous, en tout cas, ici, je pense que c'était plutôt pas mal. Absolument. Et un coucou à toute la relève, parce que qu'est-ce que ça fait plaisir aussi de voir tous les nouveaux visages et tout le nouveau travail qui est fait. Ça conforte, ça réconforte et ça rassure en fait, quand on voit tout ça. Eh ben, un Ouais. grand Bon merci courage. encore à toi, Faiza Abdelaoui. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt, Faiza. Au revoir, à bientôt.